Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Salut à toutes et à tous, vous regardez Le Média et le deuxième numéro de la Chronique de Bélir, votre nouveau programme hebdomadaire consacré au regard affûté de Bélir Nabli sur l'actualité. Bélir Nabli est professeur des universités en droit public et cofondateur de Chronique, un collectif engagé dans le débat public. Une fois par semaine, nous parlerons avec lui de politique nationale et internationale avec un fil rouge, le droit public, le droit international. Sert-il encore de boussole dans notre monde tourmenté ? Chaque semaine donc, vous aurez droit à l'éclairage de Bélir Nabli. Au sommaire de ce nouveau numéro, la victoire de Donald Trump à la présidentielle américaine va-t-elle rebattre les cartes de l'ordre politique international ? Le candidat républicain l'a emporté face à Kamala Harris dans la course à la Maison-Blanche, un retour qui suscite déjà de nombreuses interrogations, tant les États-Unis sont au centre de dossiers internationaux majeurs. Et de surcroît, à l'heure où le droit international est mis à rude épreuve, notamment dans la situation au Moyen-Orient. Alors que les dirigeants du monde se sont pressés pour féliciter le nouveau locataire de la Maison-Blanche, on sent qu'une certaine crispation subsiste vis-à-vis du caractère imprévisible de Trump. Alors, que va changer cette élection sur notre monde en crise ? Et comment expliquer ce retour aux affaires de Donald Trump ? On en parle tout de suite avec Bélir. Salut Bélir. Salut. Alors, je le disais, Donald Trump est donc élu ou réélu 47e président des États-Unis. C'est l'info de la semaine. Le comeback de l'idole des conservateurs américains, le chantre du MAGA, Make America Great Again, qui bat donc Kamala Harris dans cette élection que beaucoup annonçaient comme serrée. Tu es surpris par ce résultat ? Tu as raison de souligner le fait que les pronostics mettaient en avant au moins le fait que les résultats seraient serrés. Et finalement, c'est un raz-de-marée ou presque auquel on a assisté, ce qui souligne en fait la dynamique, l'existence d'une véritable dynamique, un mouvement de fond qui traverse les États-Unis en faveur des républicains tendance trumpiste. Et c'est ça qui est remarquable, en dépit, j'allais dire, de l'expérience en la matière. La réélection de Donald Trump ne ressemble pas ou ne peut pas être totalement comparée à son élection première, parce qu'aujourd'hui, on a l'expérience d'un premier mandat, on sait comment il exerce le pouvoir, et en dépit de cette expérience qui s'est ponctuée notamment d'une invasion du Capitole, qu'on pensait être l'événement qui consacrerait finalement l'enterrement de la vie politique, de la carrière politique de Donald Trump, eh bien non. En janvier 2021. Exactement, tel le phénix, le revoilà aux portes de la Maison-Blanche, ce qui est une manière de souligner vraiment l'ancrage de ce qu'est le trumpisme au-delà de la personne de Trump. C'est une manière aussi pour moi de souligner qu'au-delà de sa personne, c'est un mouvement politique qui se dessine sous nos yeux, qui n'est pas né au soir de l'élection, qui s'inscrit, on en reviendra, sur une histoire récente. Et c'est aussi une manière de dire qu'après Trump, puisqu'il ne pourra pas être réélu une deuxième fois, autrement dit, il ne pourra pas exercer un troisième mandat, eh bien, le trumpisme demeurera, il sera incarné par un autre, mais il est tellement ancré dans la société américaine qui a beau être polarisée, fracturée, il n'empêche, il y a cette dynamique, ce mouvement de fond en faveur des valeurs qu'il incarne, virilisme, autoritarisme, nationalisme. Et cela, c'est un agenda qui va animer à la fois son nouveau mandat, mais également qui va imprimer l'avenir politique des États-Unis et d'autres démocraties. On en reviendra. D'autant plus que Donald Trump connaît des déboires judiciaires, mais on a l'impression qu'il est totalement insubmersible quand il se lance dans cette campagne présidentielle américaine. Rien ne peut l'arrêter. Oui, alors là, pour le coup, autant j'aime mettre en perspective des phénomènes politiques tels que le phénomène Trump pour les relativiser d'une certaine manière. Autant là, c'est vraiment remarquable. Pourquoi ? Parce que Trump a brisé un certain nombre de canons, de référents structurels de la vie politique américaine, notamment le mensonge
comme tabou quasi absolu. On ne ment pas, on ne mentait pas dans la vie publique américaine. Sinon, c'était la démission assurée. Tout ce qui avait attrait aux mœurs également était une porte de sortie privilégiée pour un certain nombre de responsables américains qui auraient... Bill Clinton, notamment. Lui, il n'avait pas démissionné, mais d'autres, naturellement, avaient pris la voie de la sortie, la fin de la carrière politique, dès lors qu'ils avaient transgressé un certain nombre de règles non écrites de la culture politique américaine, imprégnée du protestantisme. Là, pas du tout. Lui, il assume son rapport de domination, j'allais dire aux hommes, et aussi en particulier aux femmes. Et ça a joué naturellement, je dis naturellement parce que là, pour le coup, c'est un élément qui n'est pas nouveau, mais il assume des valeurs, notamment le virilisme et le masculinisme, et notamment parce que c'est porteur électoralement. Et l'un des faits marquants des résultats de cette seconde élection, c'est notamment le fait que les hommes issus des minorités afro-américaines, latinos et autres, eux, ont cédé à l'appel de Trump. Et c'est intéressant de souligner que c'est les deux fois où il a gagné les élections américaines, il fut confronté à une femme, tout simplement. Et comme si, et donc cette perspective d'avoir une femme présidente des États-Unis n'était toujours pas admise pour une proportion substantielle d'hommes américains. Alors, évidemment, il y a la question que tout le monde se pose, c'est est-ce que cette élection va considérablement changer le visage de la politique internationale américaine quand on sait que ce pays met surtout en priorité son intérêt national sur la scène internationale. Et donc, il y a parfois une certaine continuité malgré les changements de président. Est-ce qu'on est parti pour un certain changement, tu penses ? Là, je vais céder à un réflexe de juriste distinguant la forme et le fond. Sur la forme, on va assister à une forme de rupture, mais sur le fond, je pense qu'on va assister à une forme de continuité, mais radicalisée. Pourquoi ? Sur la forme, on le connaît, c'est quelqu'un qui n'exerce pas ou qui n'emploie pas le langage diplomatique pour diriger son pays et l'incarner sur la scène internationale. Et donc, il est dans le rapport de force permanent, interpersonnel. On retrouve là l'expression du virilisme qu'il promeut. Face à d'autres incarnations de ces valeurs. Vladimir Poutine, avec qui il aime à souligner qu'il s'entend bien, parce que précisément, c'est un langage d'homme à homme qu'il affectionne. Benjamin Netanyahou, naturellement, c'est l'un des premiers chefs de gouvernement à avoir salué la réélection de Donald Trump. Etc., etc. Mais on pourrait ajouter Xi Jinping ou, en référence au premier mandat de Donald Trump, oui, cet épisode marquant de la rencontre et la poignée de main très virile, là encore, entre le chef de l'État nord-coréen et Donald Trump. Donc, voilà, là, on va assister vraiment à un changement de ton et d'incarnation eu égard à qui était l'hôte jusqu'alors de la Maison-Blanche, Joe Biden, qui lui a incarné vraiment une forme il incarnait, mais sans le vouloir naturellement, mais le déclin de l'hégémonie américaine, parce que sa personne était affaiblie, malade, âgée, etc. Là, on a à la fois le plus vieux président des États-Unis qui va accéder au pouvoir, et en même temps quelqu'un qui essaye d'incarner une forme des qualités ou des vertus qu'on associe plus naturellement à la jeunesse, c'est-à-dire le fait de ne pas calculer, si j'ose dire, en tout cas être dans la fougue, dans l'instinct et dans l'affirmation de soi, à travers notamment la mise en avant du rapport de force, voire de la force. Et là, c'est une manière de souligner que ce qui caractérise le Trumpisme, c'est la transition avec le fond qui est beaucoup plus dans la continuité malgré tout avec l'administration Biden, qui elle-même était plutôt dans la continuité de l'administration Trump. Tout cela pour souligner que le vrai tournant de la politique étrangère, ou plus largement internationale, parce que j'intègre les questions commerciales dans la politique internationale, le vrai tournant, c'est Barack Obama. Barack Obama qui a imposé comme cœur
et comme axe de la politique internationale américaine, la confrontation avec la Chine et une forme de retrait. Là, un peu continué quand même cette confrontation. On se souvient de la guerre commerciale qu'il a menée. Oui, c'est en cela que je parle de véritable tournant dans l'histoire de la politique internationale récente, contemporaine des États-Unis. C'est Barack Obama, en fait, qui l'incarne. C'est lui qui a assumé le fait que finalement, la relation privilégiée d'un point de vue de la géopolitique et géoéconomie mondiale devait glisser du transatlantisme au transpacifisme, parce que finalement c'est là où l'essentiel des transactions commerciales mondiales se font, et c'est là où se situe aussi la montée en puissance du nouvel, non pas ennemi, parce qu'il n'est pas encore identifié en ces termes, mais véritable ennemi stratégique, voilà, que représente la Chine se situe donc. Et en même temps, deuxième axe qu'a instillé Obama et dont ont hérité à la fois Trump 1 et Joe Biden, à savoir le fait que les États-Unis n'avaient plus à assumer la fonction historique qui était la leur depuis au moins la fin de la Deuxième Guerre mondiale, à savoir le gendarme du monde. Donc une forme de retrait qui se traduit sur le plan commercial par une forme d'isolationnisme et donc la montée du protectionnisme. Et là, on va retrouver cet axe fort dans la présidence Trump, sans que ça soit une rupture, parce que Biden aussi s'est inscrit dans cette continuité-là, consistant notamment à assumer une forme de guerre commerciale avec la Chine, et qui s'est traduit notamment à la fois par l'augmentation des droits de douane, mais aussi par des aides substantielles aux entreprises américaines. Tout cela pour finalement remettre en cause fondamentalement à la fois le système du droit du commerce international, un affaiblissement de l'OMC, et de l'autre, encore une fois, une confrontation non pas militaire, mais commerciale avec la Chine. Et ce qui est intéressant, ce qui se dessine aussi au-delà de la sphère économique et commerciale, c'est que cet unilatéralisme américain se traduit aussi par une remise en cause plus globale de ce qu'on appelle le multilatéralisme, qui affectera plus encore l'ONU, qui est déjà affaiblie par son impuissance, pas parce qu'elle le veut, mais parce que ses membres le veulent, comme vous le savez, eu égard au pouvoir décisionnel dont disposent les membres permanents, finalement, du Conseil de sécurité de l'ONU. Quoi qu'il en soit, là, on va connaître une séquence encore plus anxiogène pour le système onusien. Je rappelle que Donald Trump avait décidé de suspendre la participation des États-Unis à l'UNESCO et que, par ailleurs, il n'a jamais masqué sa défiance, pour le moins, vis-à-vis de l'ONU. Donc, du point de vue du système international post-Seconde Guerre mondiale, tant du point de vue commercial que du point de vue diplomatique et onusien, on risque d'assister à une crise majeure. Alors, tu l'as évoqué de manière un peu subliminale, mais parmi les dossiers chauds qui attendent Donald Trump, il y a Gaza, évidemment. Alors, sur le rapport de Donald Trump avec Israël, on a l'impression qu'il y a presque plus de certitude quant au soutien inconditionnel. On se souvient que c'est lui qui avait donné le feu vert, par exemple, à l'annexion des territoires palestiniens en reconnaissant Jérusalem comme capitale d'Israël, où il a déplacé d'ailleurs l'ambassade des États-Unis. On se souvient aussi que c'est lui qui a lancé les accords d'Abraham entre Israël et les pays arabes. Est-ce qu'on est finalement dans une gradation du soutien américain qui va s'opérer avec ce nouveau président, nouvel et un peu ancien aussi ? Disons qu'on aime bien présenter Donald Trump comme finalement l'incarnation de celui qui applique un type de stratégie diplomatique qu'on appelle la stratégie transactionnelle. C'est-à-dire que lui, la diplomatie, c'est du donnant-donnant comme
ce qu'ont fait précisément les businessmen en matière commerciale ou dans les affaires. Donc c'est un homme d'affaires qui essaye de transposer le comportement, les pratiques des affaires dans le monde diplomatique. Donc, dans un premier temps, on a tous été plutôt surpris par espèce de langage direct et privilégiant encore une fois à la fois l'unilatéralisme et la relation bilatérale, contournant l'ONU, etc. Et en même temps, une défiance vis-à-vis des règles posées en la matière. Donc, ce qu'on appelle le droit international, tout simplement. Donc, lorsqu'il reconnaît unilatéralement Jérusalem comme capitale d'Israël, il fait fi de résolutions onusiennes. Il l'assume et ça traduit parfaitement sa défiance à la fois tout ce qui peut être règle commune mais n'allant pas dans l'intérêt des États-Unis et le fait qu'il privilégie encore une fois la volonté de trouver des solutions, produire des résultats, atteindre des buts, des objectifs en matière diplomatique grâce à des compromis intégrant les intérêts américains. Ça donne quoi au Moyen-Orient? Ça donne tout simplement les accords Abraham que tu as cités, qui consistent à essayer de donner une dimension économique à la solution politique, au problème politique que représente le conflit et les relations arabo-israéliens ou israélo-arabes dans la région. C'est une forme de pragmatisme qui fait écho à d'autres tentatives en la matière. Il y avait Shimon Peres à l'époque qui pensait de la même manière, c'est-à-dire qu'il pensait qu'il était possible de concevoir une forme de confédération dans la région basée sur les intérêts économiques de chacun et donc les avantages économiques de chacun à normaliser leurs relations. Et c'est là où on en revient un peu à l'impact et à l'onde de choc du 7 octobre. C'est que le 7 octobre, c'est aussi une manière du côté du Hamas de contrer cette stratégie en disant, écoutez, les accords Abraham qui allaient, je le rappelle, aboutir à une normalisation entre l'Arabie saoudite et Israël, c'était l'étape suivante, après la normalisation avec le Maroc, les Émirats. L'étape suivante, la plus importante, eu égard à son poids, c'était la normalisation avec l'Arabie saoudite. En commettant un acte de rupture, le Hamas a remis au cœur de l'agenda régional, à minima, et international, a priori, la question palestinienne. Alors, pour être honnête, les États-Unis sont toujours aussi distants par rapport au dossier palestinien, et cette distance ne sera pas remise en cause par Donald Trump, loin s'en faut. Par contre, c'est l'Arabie saoudite, en fait, qui est la première victime, entre guillemets, de cette onde de choc. Pourquoi? Parce que Mohammed Ben Salman, il a beau être pragmatique et il a beau partager le même logiciel que Donald Trump en matière diplomatique, c'est-à-dire une vision très pragmatique, cynique, transactionnelle dans les rapports internationaux, autant il ne peut pas ignorer totalement cette jeunesse saoudienne qui est au fait et qui est de la situation à Gaza et qui soutient la population palestinienne. Et pour ne pas marquer de rupture, il s'interdit, et on a des déclarations récentes encore au moins du ministre des Affaires étrangères saoudien, consistant à ne pas pouvoir concevoir une telle normalisation avec Israël tant qu'il n'y aura pas de solution à la question palestinienne, c'est-à-dire en particulier à travers la création d'un État palestinien. Comment Donald Trump, qui a des relations privilégiées avec Mohammed Ben Salman, avec le régime saoudien, pourrait ignorer totalement, non pas ce casus belli, mais en tous les cas, cette condition saoudienne. Difficile à l'imaginer parce que lui-même, à titre strictement personnel, a des intérêts en lien avec le régime saoudien, et les États-Unis eux-mêmes demeurent des alliés stratégiques pour les Saoudiens. Donc il y a là en fait un acteur qui risque de peser dans la relation privilégiée, pour le moins, entre Benjamin Netanyahou et Donald Trump, c'est les Saoudiens. On verra bien s'ils voudront ou pas peser sur cette relation, sachant que parallèlement,
faut bien rappeler que Mohamed Ben Salman, lui aussi, entretient, et je le rappelle, une vraie distance par rapport au dossier palestinien. Ça ne l'intéresse pas, il n'est pas affecté. Pas au créneau contre Israël. Non, parce qu'il exprime une forme de nationalisme saoudien. Il faut se c'est Arabie Saoudite great again, ou en tout cas first. Et c'est la même logique que Donald Trump, en fait. Rappelez-vous, la danse du vent de Donald Trump en Arabie Saoudite. Mais voilà, une même conception des relations internationales, transactionnelles, privilégiant les intérêts étatiques ou personnels. Et c'est à cette aune que devront se dessineront les accords à venir. Alors on a vu quand même que dans les dernières semaines, les États-Unis commençaient à se montrer un petit peu mal à l'aise ou gênés de la durée, la longueur des frappes israéliennes, et puis le fait que ces frappes mettaient en danger aussi l'équilibre régional, le Liban, l'Iran qui commençaient à rentrer tout doucement dans le conflit. Est-ce que Donald Trump a, lui, aujourd'hui, intérêt à siffler la fin de la récréation ? C'est peut-être pas le terme récréation, mais du moins à taper du poing sur la table pour tout arrêter. Lui qui se présente comme étant un homme d'action par rapport à Joe Biden, on sait qu'il avait dit qu'il résolverait la crise ukrainienne en 24 heures. Est-ce qu'il n'a pas intérêt, lui, à se présenter comme le super-héros qui arrive et met fin au conflit, au premier conflit mondial à l'heure actuelle ? Ça renvoie à une forme de paradoxe ou de contradiction chez Trump, à savoir que d'un côté, il est quand même animé, il y a quelque chose de fondamental dans son discours, c'est ce retrait, cette volonté de ne pas s'impliquer dans des affaires qui ne concernent pas les intérêts américains. Et en même temps, effectivement, vous avez raison, tu as raison, s'il y a une occasion de faire la démonstration de son leadership, de sa capacité à décider, à arbitrer, à trouver des solutions de manière spectaculaire, n'hésitera pas. Sauf que là, on voit bien que le dossier est non seulement particulièrement complexe, mais que il aura face à lui un allié, Benyamin Netanyahou, qui est tout aussi volontariste que lui, ou tout aussi déterminé que lui, et il ne cédera pas face à un agenda américain dans lequel il ne retrouverait pas son propre agenda. Et il faut bien aussi rappeler, tu as rappelé quelques petites nuances dans les dernières semaines, dans la ligne suivie par les États-Unis, mais surtout, on retiendra la faculté israélienne à se départir de toute pression américaine. C'est ça l'essentiel. Il a cette capacité-là, il l'utilisera, et si Donald Trump tente d'imposer une solution qui ne correspondrait pas à l'agenda politique personnel de Benyamin Netanyahou, je pense qu'il tentera de faire échec à cette volonté-là. Je rappelle quand même de manière assez, froide, que, a priori, Donald Trump n'a aucun intérêt d'essayer pour autant de trouver une solution et d'essayer d'incarner le bienfaiteur des Palestiniens eu égard à la composition de son propre électorat. Vous avez un substrat d'évangélistes ou d'évangéliques qui précisément est animé par un soutien plus qu'inconditionnel, vraiment fanatique d'Israël à cause d'une lecture biblique qui donne une dimension, encore une fois, irrationnelle à la lecture du conflit israélo-palestinien. Et impossible d'imaginer qu'il puisse tenter d'imposer un plan qui serait juste au regard des intérêts du peuple palestinien, dès lors que celui-ci heurterait précisément sa base. Alors, quid de l'Europe ? On sait que Donald Trump n'a jamais vraiment caché son hostilité vis-à-vis de l'Alliance atlantique, de l'OTAN. Les Européens
depuis ce matin, félicite le nouveau président américain, mais on sent quand même une certaine gêne de la part de ces dirigeants européens qui savent que Donald Trump, c'est peut-être le plus imprévisible des deux, entre Kamala Harris et lui, et donc peut-être sont un peu timorés dans leur façon d'appréhender cette arrivée. Pour le moins, disons que dès lors que les États-Unis assurent historiquement, depuis au moins la fin de la Seconde Guerre mondiale, la sécurité des Européens, mis à part les deux puissances nucléaires que sont le Royaume-Uni et la France, dès lors que, parallèlement à cette réalité historique et politique, vous avez un président américain qui manifeste une volonté de retrait, de remise en cause de cette garantie-là, forcément, c'est une source d'angoisse pour un certain nombre d'Européens, d'autant plus qu'ils sont confrontés, nous sommes confrontés aussi à une autre menace, celle incarnée par la Russie de Vladimir Poutine. Donc quand vous conjuguez ces deux éléments dans une même équation, qui est une équation sécuritaire, ou la sécurité de l'Europe, c'est vrai qu'il y a de quoi... Il y a de quoi être plongé dans une forme de questionnement existentiel sur quelle place pour l'Europe dans le nouveau monde, dans la nouvelle configuration mondiale, eu égard à son déclin démographique, militaire, économique et diplomatique, puisque la guerre à Gaza, c'est l'une de ces conclusion. C'est finalement la remise en cause des valeurs sur lesquelles s'est construite l'Union européenne, l'Europe moderne. Et donc, effectivement, il y a là une séquence extrêmement angoissante, voilà, pour les Européens, mais qui pourrait, si on devait assister à une forme de volontarisme politique de certains, qui, aujourd'hui, pourrait aussi booster, accélérer un processus d'autonomisation, un processus d'autonomisation qui a été théorisé d'une certaine manière par le président Macron, mais sans véritable soutien de nos propres partenaires, dont beaucoup restent attachés finalement à une dépendance à l'égard des États-Unis, y compris via l'OTAN. Mais tant qu'il n'y aura pas de remise en cause finalement de cette conception de la sécurité des Européens via l'OTAN, pour l'assumer de manière autonome, eh bien, il y aura cette angoisse-là consistant à dépendre du bon vouloir de l'oncle Tom. Alors, le dossier ukrainien, il y a quelque chose d'assez incompréhensible. On se souvient de cette interview de Vladimir Poutine où il appelle à voter, où il dit que son choix se portait sur Kamala Harris pour cette élection. Le Kremlin, ce matin, indique par son porte-parole, Vladimir Peskov, que le président Poutine ne prévoyait pas de féliciter Donald Trump, précisant que ce dernier serait jugé sur des actes concrets. Est-ce qu'il y a une sorte de mise en scène dans le fait de laisser croire que les deux, Vladimir Poutine et Donald Trump, ne seraient pas proches, ne seraient pas plutôt dans le même camp, entre gros guillemets, dans la conception de ce monde? Parce qu'on l'a vu que pendant son précédent mandat, il y avait plus d'accointance qu'autre chose entre les deux. Oui, alors vous avez raison, enfin tu as raison, mais avant de parler de la réaction russe, il y a la réaction ukrainienne qui, elle, pour le coup, on retrouve le mot, c'est le sentiment d'angoisse, et qui est perceptible dans le communiqué officiel de Zelensky, qui espère que le nouveau président américain contribuera à la définition d'une paix juste. Que signifie une paix juste dans la bouche et dans l'esprit du président ukrainien? C'est une vraie question, sachant que cette équation de la fin de la guerre en Ukraine avec Donald Trump à la Maison-Blanche ne se pose plus dans les mêmes termes. D'abord parce que Donald Trump, en dépit, on retrouve cette contradiction. Il nous dit d'un côté qu'il ne veut pas s'immiscer dans les affaires du monde contre les intérêts américains, et en même temps, il a affirmé qu'en 24 heures, il trouverait une solution pour arriver à la fin de la guerre.
quel type de solution en 24 heures, si ce n'est un cessez-le-feu et une loi du fait accompli, c'est-à-dire le fait de reconnaître finalement l'annexion, tout simplement, des territoires ukrainiens. Est-ce que Zelensky accepterait ce fait accompli sous la menace, notamment, de la fin de l'aide substantielle, politique, financière, militaire, américaine? On pourrait imaginer dans un premier réflexe que, eu égard à ce qu'il a affiché jusqu'à présent, Zelensky refuserait de céder parce qu'il incarne un peu la résistance ukrainienne depuis le début, avec un langage ferme, ferme face à Vladimir Poutine. Sauf que si vous n'avez pas les moyens, ou s'il n'a pas les moyens de son discours, il y a le principe de réalité qui risque de le rattraper très rapidement. Et autrement dit, sans l'aide américaine, il ne pourra pas incarner, même symboliquement, outre matériellement, même symboliquement, cette résistance-là. Est-ce qu'il opterait pour la continuité de la guerre sans l'aide américaine? Là, c'est une autre question qui se pose et qui impliquerait aussi les Européens. Est-ce que les Européens, eux, poursuivraient le même effort en soutien à l'Ukraine sans le soutien américain, avec la menace russe? C'est une autre question auquel les Européens devraient se poser avant d'être, à leur tour, être face devant le fait accompli. Donc oui, la première attention qu'on devrait porter, c'est celle... notre attention devrait d'abord se porter sur la position et la réaction ukrainienne face à cette élection qui change totalement la donne, parce que finalement, Poutine est impacté de manière moindre, je trouve. Alors, effectivement, si on reprend les déclarations que tu as soulignées, on a l'impression d'assister à un jeu de dupes, mais qui se comprend eu égard au fait que la Russie et Vladimir Poutine ont été accusés d'incointance, qui pourrait se traduire à court terme par finalement pas forcément un soutien à la Russie, mais en tous les cas à une remise en cause du soutien à l'Ukraine. Et c'est en cela que, effectivement, pour que la solution à venir sur le plan politique dans ce conflit puisse apparaître la plus juste possible, du point de vue au moins des apparences, bien autant essayer de légitimer la position de Donald Trump comme arbitre impartial, ce qui n'est pas. Alors, on en discutait un petit peu avant cette émission, avant le tournage. Il y a quelque chose de l'ordre de la politique spectacle dans la façon dont on présente ce retour au pouvoir de Donald Trump. On a l'impression que l'aspect populiste, l'aspect conservateur, surtout avec tous les éléments d'héroïsme, avec sa tentative d'assassinat, la tentative d'assassinat à laquelle l'assassinat à laquelle il a échappé, il y a une présentation presque héroïque de quelque chose qui revêt, et tu le disais, un caractère plus profond de la dérive occidentale qui sombre vraiment totalement dans le populisme et les méandres de l'extrême droite. Oui, c'est vraiment remarquable. Disons que lorsque on prête une attention au traitement médiatique de cette élection, on retrouve d'abord des exercices imposés, notamment le côté, la mise en scène d'un événement politique qui devient un spectacle, un show. Alors, c'est d'abord du fait de la culture politique américaine. Hein. C'est vrai, il y a cette dimension assumée côté américain, mais assumée aussi du côté de nos médias mainstream qui, au lieu de nous parler des États-Unis, de leur finalement de leur réalité sociale, politique, genre l'histoire même des États-Unis, c'est une belle occasion de rentrer dans le détail de la première puissance du monde, de l'histoire de sa démocratie qui est très particulière, etc. Non, on s'attache plus précisément à l'écume des choses et finalement à la caricature de ces différents acteurs. Donc, de ce côté-là, ça dit aussi quelque chose de nos propres médias et de leur incapacité à entrer dans le fond
des choses, surtout lorsque les enjeux nous intéressent et nous concernent au premier chef. Deuxièmement, il y a un autre élément remarquable, c'est qu'on a l'impression qu'il y a la démocratie américaine ou états-unienne d'un côté, et puis nos démocraties européennes qui, elles, seraient vraiment à l'abri des dérives qu'on met en avant et incarnées par Donald Trump comme s'il s'agissait d'un extraterrestre. Et ça, là aussi, c'est une forme de déni qui s'exprime par là, parce que non seulement Donald Trump n'est pas un extraterrestre dans l'histoire des États-Unis, l'histoire politique américaine est marquée par la violence, par le racisme, par le sexisme. Donc, de ce point de vue-là, même s'il incarne une forme de caricature, il s'inscrit malgré tout dans une histoire. Ce serait intéressant de nous rappeler cette histoire, hein, ou de la présenter comme un vecteur d'explication, vous voyez, plutôt que systématiquement se focaliser sur la personne de Trump comme s'il venait de nulle part. Et puis de l'autre, il y aurait donc cette démocratie américaine, sa dérive, et puis de notre côté, on serait protégé du populisme, du racisme systémique, du machisme, du virilisme. D'ailleurs, à chaque fois qu'on retrouve une tare, que ce soit en France ou en Europe, une tare qui ressemble un peu à celle qu'on voit aux États-Unis, le racisme notamment, il y a toujours ces voix qui disent « Oh là là, vous importez des débats américains dans le débat français ». Oui, tu as raison, c'est vrai, il y a de ça, tout en omettant que l'extrême droite est au second tour de l'élection présidentielle française. À chaque élection présidentielle française, maintenant, c'est devenu un rendez-vous acté, y compris pour 2027. Et même pire, je dirais, puisque 2027 risque aussi de coïncider avec l'avènement, l'arrivée au pouvoir de l'extrême droite en France. Mais voilà, tout cela semble être extérieur. Il y a une extranéité de ce qui se passe aux États-Unis par rapport à notre propre à nos propres urgences. Et ça, c'est vraiment remarquable. Alors, ça renvoie à d'autres dénis, naturellement, mais il n'empêche, le fait de ne pas avoir pris assez de recul ou de mettre en perspective l'élection américaine par rapport à l'état de nos démocraties, des démocraties qui sont caractérisées depuis le début du XXIe siècle par une dérive qu'on appelle rapidement, qu'on associe rapidement à ce qu'on appelle l'illibéralisme, c'est-à-dire cette tendance tendant à remettre en cause les droits et libertés. Et pour paraphraser notre ministre de l'Intérieur, notre ministre de l'Intérieur, hein, pas le secrétaire à la justice américain, M. Retailleau, qui a exprimé un certain nombre de remarques sur l'état de droit, qui traduisaient bien une défiance à l'endroit de l'idée même d'état de droit. Oui, c'est aussi ça le Trumpisme, en fait. C'est aussi ça. La défiance vis-à-vis du droit, la défiance vis-à-vis des libertés. Donc le Trumpisme, ce n'est pas Trump et ce ne sont pas seulement les États-Unis. Et ça, il faut vraiment faire un travail de déconstruction du langage médiatique. Et je ne sais pas, j'ose pas imaginer que c'est volontaire. Je pense plutôt que ça relève du ressort du déni, encore une fois. Et lorsque moi, à titre personnel, j'ai l'occasion de participer à d'autres plateaux médiatiques, c'est ce à quoi j'essaye de contribuer, précisément de souligner les parallèles possibles lorsqu'ils sont pertinents, hein, parce qu'on ne peut pas systématiquement faire des analogies, mais cette incapacité à souligner ce que disent ces élections sur nous, c'est une forme de déni, je pense. Merci beaucoup, Bélir Nabli, pour ce décryptage après l'élection donc, de Donald Trump en tant que 47e président des États-Unis d'Amérique. Et merci à vous d'avoir regardé ce second numéro de la chronique de Bélir sur le canal 165 de la Freebox sur YouTube ou sur notre site internet. Le média, votre média, on le rappelle, ne vit que des abonnements, de soutien et des dons de celles et ceux qui l'aiment. Si vous le pouvez, allez sur lemediatv.fr/soutien et donnez-nous de la force. Restez connectés aux médias.